Comme plusieurs villes du monde et d'Afrique, Pointe-Noire est constituée d'une population à majorité jeune qui, avec l'évolution des technologies et l'impact du numérique, produit énormément de données numériques. Centre-ville, ce matin, au sein du nouvel immeuble de l'ARPCE, c'est le grand jour. En effet, aujourd'hui se tient la présentation du livre Cloud Public. Notre souveraineté est-elle garantie? Une œuvre de Caroline Demoun, Augustin Goma, Ben Kacha Gativini. Cybersécurité, données numériques, cloud, présentation du contexte mondial, particulier pour l'Afrique et local pour le Congo. Mise en place d'une agence nationale de régulation du cyberespace congolais, souveraineté de nos données. Agissant par tour, les auteurs ont mis la lumière sur cette œuvre, résultat de plusieurs mois de recherche qui se présente comme une alerte mondiale et une interpellation sur nos habitudes sur Internet. Au-delà d'une présentation, ce fut un énorme moment de sensibilisation, d'échange et d'information. Face au public curieux, qui n'a pas manqué l'occasion d'échanger avec les intervenants afin de mieux comprendre les objectifs de cette œuvre. Dans un monde où Internet a tout centralisé, nous pouvons effectivement nous poser la question si nous sommes vraiment en sécurité et que notre souveraineté est-elle garantie. De passage à Brazzaville lors de la 8e édition du Salon Osiane, Augustin Goma a eu l'occasion de présenter le livre, intervenir sur des thématiques de cybersécurité, ainsi déclencher la sonnette d'alarme. Délégué à la protection des données et ancien directeur de l'ARPCE, mais également conférencier dans les cours d'état-major des forces armées congolaises, Augustin Goma, co-auteur, s'est associé à Ben Kacha Gativini, ingénieur informaticien, consultant cybersécurité avec une expertise avérée dans le déploiement d'un SMC et de la conformité de la norme PCI. Mais aussi à Caroline Demoun, ingénieure professionnelle de la transformation digitale et de la cyber, conférencière, membre active du Cercle des femmes de la cybersécurité et coordonnatrice de ce livre qui n'a malheureusement pas pu faire le déplacement pour cette circonstance. Il faudra également noter que cette œuvre a été préfacée par Tariq Krim, l'un des pionniers du web français. Quelques jours plus tard, nous avons eu l'occasion de recevoir Augustin et Ben sur notre plateau. Nous avons échangé sur la présentation de cette œuvre, mais également sur son objectif principal. Nous avons suivi ce très bon reportage qui parlait de l'exposition ou encore de la présentation du livre Cloud Public. Est-ce que notre souveraineté est-elle garantie? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce plateau de Jeune Émergent Magazine. Je reçois pour vous Augustin Goma, bonjour, bienvenue. Bonjour. Ben Kacha Gativini, bonjour. Bonjour. Et bien sûr, Carole, est-ce qu'on peut la faire rencontrer? On peut la faire rencontrer. Carole Demoun. Alors, il vient de nous prendre cette œuvre qu'on appelle Cloud Public, notre souveraineté est-elle garantie? En effet, dans un monde d'aujourd'hui où le numérique, Internet a tellement pris le dessus et a centralisé les choses, nous pouvons nous poser la question, est-ce que nous sommes vraiment en sécurité? Est-ce que nos données nous appartiennent vraiment? Voilà pourquoi ce cri d'alerte ou encore cette œuvre est sortie pour pouvoir nous sensibiliser. Bon. Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Super, et merci de nous recevoir. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Déjà, la question qu'on se pose, pourquoi vous avez décidé, alors que les ventes d'école, telles que j'ai vu sur Internet, pourquoi finalement vous avez décidé de présenter cette œuvre à la population congolaise? Déjà, nous sommes congolais. Oui. Et là, je commence par cette anecdote. Il y a des gens qui, pendant que je présentais le livre aux Osiane, qui me posaient la question de savoir si c'était écrit par des Congolais. Ah. Et moi, je me présente pas, mon nom est là, et je dis, il y a notre collègue qui est à Pointe-Noire congolais, on s'est associé avec une collègue française. Et donc, c'était important pour notre pays. Le livre qui est sorti à l'extérieur, il fallait bien qu'il arrive, et puis c'est pour ça qu'on a tenu à ce que
nous amenons le livre ici et le présenter à tous sachant qui est intéressé par les aspects comme Exactement. Comment se crée la collaboration, Ben Kacha, pour pouvoir aboutir finalement à la vôtre? Alors, c'est vraiment par le, j'ai envie de dire, le hasard n'existe pas. Ok. Dit-on. Ça commence par une promotion lors de notre formation en management de la cybersécurité et gouvernance des systèmes d'information en France. Je me retrouve donc avec Augustin dans la même promotion de cette classe et on s'associe sur la thématique de souveraineté numérique dans le cadre des travaux liés à cette formation-là. Oui. Et la question étant brûlante actuellement en Occident, surtout, de la même façon que les territoires ou du moins les pays africains essayent de réclamer au effort une certaine souveraineté. Mais en Europe, il y a une forte, il y a une très forte envie de s'affranchir d'une certaine tutelle tenue par les grands maîtres donc, du numérique. Et voilà comment on s'est dit, la question étant très intéressante, pourquoi ne pas publier pour pouvoir alerter, sensibiliser les gens sur ce qui se passe réellement? Parce que très peu ont cette information-là. Ok, très bien. Et juste pour ajouter quelque chose d'important par rapport à ce que mon collègue dit, c'est qu'il a fallu beaucoup, non seulement déjà notre envie de publier, mais il nous a fallu beaucoup de contacts. Aller chercher l'information auprès des sachants. Pour qu'effectivement ça puisse aller sous-tendre un peu ce que nous avions déjà comme idée, comme préoccupation par rapport à cette thématique. Et c'est pourquoi nous devons vraiment toucher des personnes parfois qui sont difficiles à atteindre, oui. Mais voilà, Dieu a permis que ça se passe comme ça et c'est de ça qu'on a rassemblé tout ça. Mais ça nous a pris vraiment du temps. Le temps, oui. On s'amusait à contrôler le nombre de réunions Zoom qu'on a eu quand on était ici au pays, le nombre de réunions qu'on a eu sur place, dans les restaurants et tout ça, ça nous a pris vraiment du temps. On avait à cœur, tous les trois, on avait à cœur vraiment de mettre sur le marché cet ouvrage. Exactement. Actuellement, la cybersécurité est une alerte mondiale. Mais prenons le cas mondial, le cas particulier de l'Afrique, le cas du Congo. Entre cybersécurité, numérique, cloud public, pour ceux qui ne comprennent pas localement, qu'est-ce que ça veut exactement dire pour quelqu'un qui a un smartphone et qui utilise Internet? Alors, on va dire le cloud, par exemple. Oui. Alors, le cloud, déjà, c'est une technologie en tant que telle qui permet de pouvoir exploiter des ressources informatiques éloignées. Cloud vient de nuage en français. En réalité, on appelle cloud computing par rapport aux différentes définitions faites. C'est en réalité l'exploitation de ressources informatiques, peu importe la centralisation de ces ressources, et l'attaquer via Internet, par exemple. D'où la notion de cloud. Quand on parle de nuage, on a l'impression que les nuages se trouvent partout. Et quand on parle de cloud informatique, on a l'impression que peu importe l'endroit où on se trouve, on peut toujours accéder à nos données qui sont bien entendu dans ces ressources informatiques. Alors, est-ce que le monde devient plus petit avec l'informatique? Parce que physiquement, le monde est grand. C'est impossible de marcher d'ici jusqu'à la Chine, mais en 2 minutes, on peut pirater un réseau chinois ou le réseau chinois peut pirater un réseau congolais. Est-ce que le monde devient centralisé avec Internet? C'est là votre ça. Aujourd'hui, en une seconde, tu as ta communication Zoom avec un ami qui est en Australie, dans n'importe quel pays. Donc, avec le développement vraiment fulgurant, c'est un mot plus fort, on utiliserait du numérique. Aujourd'hui, la notion de distance est complètement effacée. Elle est effacée. Alors, quel est l'objectif premier pour cet ouvrage? Alors, cet ouvrage, c'est déjà pour sensibiliser sur la souveraineté de la donnée. On a parlé de cloud. Aujourd'hui, vous avez un smartphone, soit Apple, on va dire, soit iPhone ou bien Android dans Google. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché du cloud, vous parlez de ressources qui sont donc exploitées à distance, le marché du cloud est tenu par les GAFAM. Qui dit GAFAM dit Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Ces GAFAM ont le quasi-monopole, j'ai envie de dire. Le marché mondial, ils sont à 66% des statistiques de 2022. Et rien qu'en Europe, ils étaient à plus de 80% des parts de marché du cloud. Si aujourd'hui vous avez ces smartphones-là, ça veut dire que vos données se trouvent dans leur data center. Vos données se trouvent chez eux. Mais
ce que le monde ignore, c'est que le fait que les données se trouvent chez eux, ce sont des enseignes américaines, eh bien, les États-Unis aujourd'hui ont la capacité de pouvoir récupérer ces données et des besoins judiciaires sans pour autant demander votre avis. Donc, il y a une loi qui permet cela. Il y a une loi qu'on appelle le Cloud Act, donc on a fait mention largement dans le document, dans le livre, qui permet en fait pour des raisons de justice, hein, c'est ça la première raison, que le gouvernement américain est capable d'accéder à la donnée, peu importe sa localisation dans le monde. Et imaginez à seul instant que vos données peuvent être exploitées, vos données peuvent être consultées sans pour autant donner votre validation, eh bien, il y a déjà là un souci de souveraineté. Et imaginez, là c'est d'abord, on va dire en tant que personne, maintenant imaginez à l'échelle État, un État qui, par exemple, loge ces données dans les data centers, dans les clouds de ces GAFAM-là, eh bien, ils sont assujettis à cette loi de Cloud Act. Et de cette loi... parce que cette loi s'impose au monde. Alors, ça s'impose aux GAFAM. Je veux dire, ça s'impose à tout utilisateur, à tout opérateur cloud, américain. D'accord. Tout opérateur cloud américain assujetti donc à la justice américaine, eh bien, cette justice américaine impose. Et elle est d'ailleurs née, et ce qui est assez drôle, c'est que le Cloud Act est né d'un différend américano-américain. C'est-à-dire que aux États-Unis, dans le cadre d'une enquête judiciaire, il était question de prendre des informations, des données auprès de Microsoft, des données d'un présumé criminel. Et Microsoft, et ça c'était, je pense, en 2013, si mes souvenirs sont bons, et Microsoft, malheureusement, il n'avait pas obligation de produire ces informations-là. Et il aura fallu, en 2018, une année après l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, ils ont déployé, ils ont donc sorti cette loi-là qui est vraiment extraterritoriale, sachant que les données étaient logées dans un data center en Irlande, vous imaginez. La distance, c'est quand même grand. Voilà, c'est même pas sur le territoire américain. Et vu cette loi, eh bien, Microsoft se sentait obligé de produire la donnée par rapport à la loi, parce que c'est une enseigne américaine, encore une fois. Ok, très bien. Alors, Augustin, on a une question très percutante pour vous. Avec toutes les informations que vous avez logées, avant de parler d'informations, suite à toutes vos recherches, à tous vos sacrifices, est-ce qu'avec toutes les informations que vous avez logées au sein de cette œuvre, que j'invite la population congolaise à acheter massivement, on peut trouver des ressources pour pouvoir réduire les risques de consommer nos données sur Internet, pour pouvoir réduire le risque de s'exposer? Bon, évidemment, on peut réduire. Il y a la possibilité de réduire. On ne peut pas, malheureusement, se sécuriser. C'est ça, c'est un langage qui nous fait dire, qui fait dire à tout informaticien, normalement, tout sachant que la sécurité zéro n'existe pas. Et pour prendre un terme plus courant, on peut dire qu'on peut vraiment limiter les dégâts. Prendre quand même le maximum de précautions parce qu'aujourd'hui, on connaît de donner un exemple, voilà, les dates en fait. Et puis, on va aller en langage courant. Cloud, c'est simplement data center. Par exemple, pour que les choses soient claires et que tout le monde nous comprenne. Les réseaux sont logés très loin, tu n'as pas la maîtrise. Mais tu peux quand même, en interne, pour le cas de ton réseau, tu peux quand même prendre le maximum de dispositions pour essayer de limiter la probabilité que ton réseau soit attaqué. C'est ça dans le livre. On parle du cloud, donc, mais on parle aussi des briques de sécurité. C'est pas exhaustif, c'est quelques mots là-dedans, mais c'est déjà quelques briques assez importantes qui peuvent te rassurer un peu, te sécuriser ton sort. Alors, Ruben Kecha, Robert Nivi. Aujourd'hui, les jeunes, hier, c'était 55, c'est passé à 60, 70%, 75%, demain, ça sera à 80%. Et aujourd'hui, ils sont moteurs très actifs sur les réseaux sociaux et c'est eux qui laissent beaucoup plus d'empreintes numériques. Ils font des choses, ils ne savent pas. Dans le cas du Congo, compte tenu de cette sensibilisation qui apparaît comme un livre, quelle est la réalité actuelle maintenant? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va sur Internet, il faut essayer de se prémunir. Il faut avoir ce qu'on appelle une bonne hygiène numérique. Il y a des choses qu'on peut faire et il y a des choses qu'on ne peut pas faire ou qu'on ne devrait pas faire. Rien que par rapport à ces choses, il y en a une bagatelle, hein, c'est peut-être il y a une bagatelle de choses. Il y a surtout un aspect prononcé sur ce qu'on appelle les données à caractère personnel. Autrement dit, les données personnelles. Ce sont toutes ces données qui permettent d'identifier directement ou indirectement un individu.
Et aujourd'hui, si vous laissez énormément d'informations sur votre personne, ces informations peuvent être exploitées par des criminels. Et pour revenir sur le cas du Congo, nous avons la chance d'avoir quand même des textes de loi qui réprimandent en fait des personnes qui usurperaient par exemple l'identité de certaines personnes ou exploiteraient à des fins malsaines ces données-là à caractère personnel. Donc, on a eu l'opportunité, à l'occasion de l'émission de Zad, d'aborder effectivement la question, de répondre à ce que vous venez de dire, parler de la cyber et surtout de la jeunesse, de son comportement sur les réseaux sociaux. Et j'ai commencé à présenter ce jeu-là dans la salle du palais des congrès, à dire, tu peux avoir ton smartphone, et puis tu es surpris du fait qu'il y a une sauvegarde qui se déclenche. Sur ton WhatsApp. Où est-ce qu'elle va? Où est-ce qu'elle va? Et là, les gens commencent à se poser des questions, les gens commencent à se regarder. Et puis, croyez-moi, rassurez-vous que les réseaux sociaux sont gratuits. Quand tu télécharges l'application, tu mets ça sur ton téléphone, c'est pas rien. Et ces gars-là, ils sont parmi les plus grands milliardaires du monde. On se pose bien la question. Comment ils font? La contrepartie, c'est quoi? Monsieur Ben l'a dit, hein, ils ont l'abonné, ils en font ce qu'ils veulent. Tout simplement. Juste pour enchérir, effectivement, ces données, j'ai parlé dans le contexte du Congo sur la protection de ces données, mais ce qu'on oublie, c'est que ces GAFAM, en fait, en réalité, ces GAFAM, encore une fois, exploitent différemment ces données. Et puisque l'Afrique, on parle d'une forte population juvénile en Afrique, et cette population juvénile génère de la donnée, et bien cette donnée, une nouvelle or noire, hier c'était le pétrole, c'est la donnée, parce que, comme on dit, l'information donne le savoir et le savoir donne le pouvoir. Mais l'information, c'est la donnée. Et la donnée, eux, ils l'exploitent. Ou quand on vous dit, par exemple, que Facebook fait près de 80% de son chiffre d'affaires basé sur de la publicité, vous comprenez par là que quelque part, ils exploitent ces données qui sont stockées dans leur data center, donc dans leur cloud, pour pouvoir les monnayer financièrement. Et comme l'a dit Augustin tout à l'heure, eh bien, quand c'est gratuit, en réalité, c'est quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Ah, d'accord, c'est vous qui payez en retour. Et c'est pourquoi d'ailleurs, ce que vient de faire la RPCE, sans faire leur publicité, est une mauvaise chose. Ça peut déjà, ça peut garantir, ça peut commencer à redonner confiance. Le fait d'avoir mis sur place, sur le territoire, un data center à terre, pas plus, qui répond aux normes internationales, ça fait déjà quelque chose de bien. En ce moment-là, c'est simplement la gestion au quotidien de ce data center que commencer à rassurer ceux qui viendront héberger leurs données. Exactement. J'allais revenir sur la question, Augustin Ngoma. Est-ce qu'on a la possibilité au Congo de créer nos propres data centers et de loger nos propres données? Oui, il y en a déjà ça qui vient d'être inauguré, il y en a trois ans, je crois que Ben en connaît aussi, je pense qu'il y a certaines structures, certaines administrations, certaines sociétés aussi qui ont, je ne dirais pas embryons, mais qui ont un data center pour eux qui respectent les règles. Ok. Il y a pas mal d'initiatives, comme public. La RPCE, il l'a dit tout à l'heure, elle ne sert pas plus. Il y a, je pense, si je me souviens sans bon, certains ministères, dans le ministère des Finances, mais il y a aussi un grand data center, géré par le projet FAS, en construction. Et il y a aussi plusieurs initiatives privées, les opérateurs téléphoniques. Il y en a d'ailleurs qui ont commencé, je pense, à commercialiser des offres de cloud physique. De logement, de données, tout ce qui va avec. Ça, c'est à caractère personnel. Les organisations, ok. Chacun se débrouille de sa manière. Nous, les particuliers, comment on fait pour se mettre à l'abri? Ça, c'est la grosse question. C'est la grosse question. Déjà, commencer par, vous savez, aujourd'hui, il y a des formations entières sur la gestion du mot de passe. Mais c'est reste que ça. Comme quoi, le monde du numérique, il est très grand. Très vaste. C'est le cas de le dire. Franchement, c'est ça déjà. Le mot de passe de ton téléphone, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas seulement pour que quelqu'un vienne voir comme ça du visu ce qu'il y a, mais ça peut t'aider, ça peut freiner, ça peut ralentir quelqu'un qui veut accéder frauduleusement à la télé. Ça, c'est très important. Mais c'est une éducation, on va l'utiliser moi tout à l'heure, pour parler des habitudes un peu qu'on doit acquérir. On n'est pas obligé de tout faire. Il y a des gens qui ont perdu leur vie à cause de tout ce qu'ils ont publié. Une publication peut être une porte d'accès, d'entrée des hackers. Une publication peut vous mettre en insécurité. Et donc, c'est pour ça que autant les réseaux sociaux font du bien, autant il y a un revers. Beaucoup de gens ont trouvé l'emploi à travers les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes ont trouvé vraiment des solutions à cause des réseaux sociaux.
Ça, c'est le bon usage des réseaux sociaux. Mais un mauvais côté, surtout pour la jeunesse aujourd'hui, où toute la vie est étalée, c'est quand même un danger. C'est quand même un danger. Alors, pendant la conférence ou encore la présentation du livre, nous avons beaucoup parlé et insisté sur la mise en place d'un organe qui va sécuriser le cyberespace congolais. Nationalement parlant, parce que au monde, partout, comment on appelle déjà l'international? Chacun sa nomination. Sa nomination, oui. C'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Comment mettre cette agence en place? Parce qu'en ce moment, c'est vraiment une alerte. Et déjà, est-ce que ça existe? Alors, ce qu'il faut savoir pour l'ANSSI au Congo, c'est que l'ANSSI a été créée en 2019, par décret présidentiel. Et en 2022, l'ANSSI a eu ses missions, ses attributs, donc ses statuts validés en 2022. Tout ça, c'est sur papier. Maintenant, il reste à opérationnaliser cette agence, c'est-à-dire nommer un comité de direction, un directoire pour pouvoir rendre opérationnel. Et c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est sa principale mission. Parmi ses missions, c'est la sécurité du cyberespace national. Est-ce que ça protège les particuliers, les publics et les privés? Alors, ce qui dit cyberespace national, c'est tout le pays. Le cyberespace national, que ce soit pour les particuliers, que ce soit pour le secteur privé. Je peux me dire, le secteur privé comme le secteur public, normalement. Maintenant, après, derrière, en fait, on appelle de tous nos voeux, on va dire, la mise en place très rapide de cet organe-là de façon opérationnelle. De façon opérationnelle. Je veux simplement insister sur ça parce que c'est important. On a eu l'occasion, et avec lui, avec d'autres qui sont du secteur, on va essayer de discuter de ça. C'est vraiment important. Et là encore, réitérer cette affaire de sécurité, un premier pas important a été ça, le fait de mettre en place les tests de loi qui vont pour la création. Maintenant, il faut que ce circuit soit opérationnel. Aujourd'hui, vous avez les secteurs qui sont régulés. Vous avez la régulation des marchés publics, c'est ce secteur régulé. Vous avez les communications électroniques, c'est ce secteur régulé. Mais la cybersécurité dans le pays, il faut qu'il y ait une structure, un organe qui va être un peu comme le gendarme de ça au niveau de vraiment, nous appelons de tous nos voeux que les autorités mettent tout en. On va passer à un cap, s'il vous plaît. On va passer un message à toutes les autorités. Je sais que vous nous suivez au quotidien. Nous avons plusieurs amis, partenaires, grands frères déjà personnellement qui nous suivent, mais déjà pour aimer le Congo également, je sais qu'ils mettent tout en œuvre. On vous adresse ce message. Nous avons vraiment besoin de votre soutien et c'est vraiment une problématique d'insécurité nationale. Pour ne pas faire peur aux gens, est-ce que nous sommes en insécurité? Bon, on ne peut pas le déclarer, on est pour l'insécurité, il y a quand même un travail qui se fait. Oui. On est pour l'insécurité, sauf qu'on a besoin de cet organe. Oui. Cet organe, on a vraiment... Qui sera vraiment primordial. Oui, c'est pour ça déjà, ce livre peut paraître comme un premier couloir dans lequel on peut acquérir l'information, parce qu'on n'a pas l'information en ordre. Ok. Voilà, il a utilisé une belle tournure que je ne suis pas retenu, mais très intéressante. Et là, il y a des informations qui peuvent attirer l'attention des utilisateurs de la nécessité vraiment de prendre des précautions pour sécuriser la vie. D'accord. Alors, le Congo, il y a un ami qui me disait, le Congo, nous ne sommes pas en retard, mais on n'a pas encore démarré. Enfin bref, compte tenu des infrastructures, des réalités, de l'eau, de l'électricité, il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Compte tenu de cela, dans cette œuvre, est-ce qu'il y a des orientations de première nécessité qui nous permettent, ou encore qui permettent à l'État ou au gouvernement de pouvoir mettre en place cet organe? C'est la sensibilisation d'abord. Oui. Le livre, la mission, ce n'est pas donner des orientations à qui que ce soit pour faire ceci. Oui. Nous avons posé un problème, nous avons placé sur la place publique. Oui. Et de regarder. Si on ne prend pas les dispositions, voilà les dangers auxquels nous sommes exposés. Oui. Nous sommes exposés à ça. Et on a essayé de vraiment mettre le maximum d'informations. Parce que si vous voyez dans la préface de Tariq, il dit que nous sommes les premiers aborder le problème ce temps. Et là, c'est encourageant parce qu'effectivement, ces aspects de souveraineté, allez, ça chauffe la tête des Européens. Mon collègue a dit d'entrée, l'Europe se cherche. Oui. Il veut se déconnecter de la suprématie, de la dominance des GAFA. Et donc, c'est une sensibilisation. Si quelqu'un s'imprègne du contenu de ce livre, je suis convaincu que si les décideurs vont vite fait prendre des décisions. Vite agir. Est-ce qu'on aura une suite pour ce livre? Alors, la suite, puisque ces questions évoluent énormément. Oui. Il y a des technologies. Très rapidement. Très rapidement. La technologie, vous savez, on ne peut pas arrêter le progrès.
Donc, pour la suite, on s'est dit, la question étant toujours en constante évolution, on a mis en place un blog sur lequel on vient informer, mettre à jour un certain nombre d'informations par rapport à l'évolution de la question, parce que question de souveraineté, on parle de la technique, donc les technologies, on parle des lois, surtout, des lois et puis des politiques qui sont des stratégies qui sont mises en place par les États, etc. Et donc, au travers de ce blog, on va, je suppose, vos différents l'auditoires pourra regarder on va transmettre le lien de ce blog. Dans ce blog, on essaye donc de pouvoir mettre à jour, actualiser, et éventuellement, avec le temps, certainement qu'il y aura d'autres volets qui seront développés sur d'autres bouquins. D'accord. Alors, je rappelle respectivement que dans vos différentes carrières, vous avez eu à évoluer au sein de différentes entreprises de structure de la place où vous avez occupé des postes de haute responsabilité en termes d'infrastructure numérique. Aujourd'hui, personnellement, quel doit être le premier réflexe face à nos utilisations sur le numérique ou sur Internet? Faire déjà attention, très attention. Très attention, oui. Vraiment, c'est très bien. Aujourd'hui, Internet nous fait du bien d'une manière générale. Ouais. Ça nous a apporté beaucoup de choses. Ça nous a facilité la vie dans beaucoup de domaines. Il faut faire très, très attention. J'ai présenté ça au cours d'une conférence au cours des États-majors comme étant une épée à d'une touche. Ça peut trancher dans tous les sens. Si vous ne faites pas attention. Et je pense que cette attitude-là, je reviens encore sur l'expression de Ben, il faut vraiment qu'on change nos habitudes par rapport à notre comportement sur Internet d'une manière générale et l'utilisation des réseaux sociaux en particulier. Pour en chérir, je disais qu'en truc, il faut vraiment avoir ce qu'on appelle une bonne hygiène numérique. De la même façon que dans la vie de tous les jours, on a une certaine posture, on a une certaine hygiène de vie. Et de la même façon, dans le monde du numérique, il faut aussi avoir une certaine hygiène numérique. Et pour certains que ça intéresserait, il y a par exemple l'ANSSI de la France, donc l'ANSSI française, publie souvent des guides de bonne pratique, de bonne conduite, donc un guide sur la bonne utilisation de tout ce qui est digital et numérique. Ok, très bien. Alors, messieurs, c'était un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Une dernière question, où est-ce qu'on peut retrouver votre livre ici au Congo? Pour l'instant, quand on a fait le constat avec mon collègue tristement que le livre n'était pas en librairie, avant même la présentation, et c'est ça on était obligé d'en faire venir nous-mêmes. On en a à l'occasion de la 8e édition de Zian, on en a présenté. Il y a eu des livres vendus. C'est vrai que beaucoup nous ont demandé où est-ce qu'on pouvait en trouver. On va prendre contact rapidement avec les marketplaces de la place. Pour voir comment on peut positionner ce livre. C'est vraiment un conseil sans détour. Si vous êtes du domaine, informez-vous. Mais il va vous apporter beaucoup d'informations. On va prendre un dernier mot. Quel est votre dernier mot à la place des jeunes qui sont aujourd'hui un moteur de développement d'empreintes numériques, à la place du gouvernement qui nous suit, qui nous accompagne au quotidien, parce que sans eux, on ne peut rien faire, malgré nos efforts, et bien sûr à la place de la population africaine? Déjà, exhorter les gens, pour les utilisateurs, nous l'avons dit, nous ne dirons jamais assez de faire attention à Internet d'une manière générale. Il y a des gens aujourd'hui, quand on dit, pour ne pas revenir au côté positif, il y a des formations en ligne, il y a plein de choses qui se font en ligne. Ça, c'est le côté positif. Mais très, très attention. Et réitérer, relancer cet appel aux autorités, nous l'avons dit, nous dirons pas qu'ils ont besoin de cette structure pour réguler le secteur. Au moins, les textes de loi sont là. C'est à cette structure de vérifier si toutes les structures qui brassent la donnée respectent les lois du pays. Et ça, plus ces lois seront respectées, plus ça va donner une autre culture à la population de manière générale, de façon à ce que le pays soit tant soit peu sécurisé sur la loi. Alors, moi, je dirais, je rajouterais pour dire que à la jeunesse, par exemple, de se former. Se former parce que les métiers de la cyber, il y en a plusieurs. Très souvent, quand on passe et qu'on dit qu'on est consultant cybersécurité, alors ce qui vient à l'esprit au commun du mortel, c'est il est consultant cyber, il peut pirater en effet, on a eu ce débat. J'ai un ami, pour l'anecdote, j'ai un ami qui est informaticien dans une grande banque de la place. Il me dit, mais avec tout ce que tu as comme connaissance, toi et moi, on marche encore à pied. Il dit, oui, j'ai la possibilité de faire comme tu veux exactement, mais sauf que c'est comme j'ai prêté serment, en fait.
il y a, voilà, il y a la déontologie, il y a mon engagement personnel, il y a plusieurs, plusieurs trucs qui prennent en compte. Donc, aujourd'hui, la cyber, ce n'est pas que des gens avec des suites à capuche, dans des gros hangars, en train de pirater, en train de rentrer dans les réseaux, en train d'infiltrer les réseaux. Non. La cyber, c'est tout un domaine, un grand domaine, avec énormément de branches. Oui. Et aujourd'hui, on manque cruellement de main-d'œuvre. On manque cruellement de main-d'œuvre. Je pense qu'avec l'opérationnalisation prochaine de l'ANSSI, il y aura encore de gros besoins sur ces main-d'œuvre-là, cette main-d'œuvre sur cette main-d'œuvre cyber. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que, à défaut d'avoir la régulation, comme il a dit tout à l'heure dans le secteur de la cyber, nous sommes tous sujets et éventuellement à des attaques. Et chacun se protège. Mais comment on va se protéger si on n'a pas la connaissance? Donc, vraiment, il faut de la formation. Il faut que les jeunes se forment, mais énormément sur les questions de cyber. Il faut bien entendu qu'on opérationnalise très rapidement, et ça, on lance un coup de cœur aux autorités, pour que très rapidement, cette agence voit le jour. Et aussi, il faut qu'on puisse développer nos propres infrastructures. Pour revenir un peu sur la souveraineté, il faut qu'on développe nos propres infrastructures, parce que il est important de nous souverain à tous les niveaux. Imaginez un seul instant, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Imaginez un seul instant que l'état-major ukrainien utilisait un cloud russe, à votre avis. Ah oui. Donc tous les plans. La guerre serait finie avant même qu'on ait commencé. Vous imaginez bien. Finalement, je comprends l'anecdote qui dit que la troisième guerre mondiale, elle ne sera pas physique, mais sera numérique. Elle commence par là. Elle commence par là. Tout à fait. Nous étions donc avec M. Augustin Goma et M. Benkachar Ngadnivi et bien sûr Mme Carole Degmont, à qui nous faisons un gros coucou, qui nous a présenté, comment je peux appeler ça, cette masterclass. Et nous passons un gros message à toutes nos autorités afin de pouvoir nous accompagner, car la problématique de la cybersécurité, du cyberespace congolais devient vraiment une alerte nationale et mondiale. Alors, on va dire merci beaucoup à toutes les personnes qui nous suivent. Je vous retrouve très prochainement dans cette émission Jeune Émergent, votre magazine, pour d'autres découvertes, pour d'autres interviews. Et n'oubliez pas surtout d'acheter le livre et d'aller sur Internet pour le retrouver. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et très prochainement les amis.